tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc mon que sais-je sur la précarité de Patrick Ciangolani. Donc, dans ce livre, l'auteur cherche à comprendre comment le mot précaire et précarité sont devenus à la fois des expressions courantes et à la fois des expressions qui désignent des catégories qui rendent compte d'un certain nombre de phénomènes sociaux politiques. En effet, donc le mot précaire a connu plusieurs définitions attribuées au langage courant, donc comme je l'ai dit, mais aussi au domaine du droit. Donc il a même été utilisé au féminin, donc la précaire, qui désignait à la fois l'acte de concession d'une terre à titre d'usufruit, mais aussi la terre en elle-même, donc concédée dans cette forme. Donc aujourd'hui, l'acceptation moderne du mot précaire amène à l'idée que la stabilité, la solidité et la durée n'est pas assurée et s'accorde avec l'instabilité, la fragilité et l'incertitude. Donc l'objet du livre est de présenter ce que la précarité recouvre non seulement comme condition, mais aussi comme expérience. Donc, dans un premier temps, nous allons voir, pour perdre aucun sens du livre, nous allons voir donc, en trois parties. Donc, dans un premier temps, l'emploi et le travail précaire. Dans un second temps, les pratiques précaires. Et dans un troisième temps, précarité et pauvreté. Puis après, on conclura. Donc, l'emploi et le travail précaire. Donc, il faut savoir, jusque dans les années 70, on n'utilisait presque pas les expressions précarité ou précarité de l'emploi. Mais en étudiant rétrospectivement, on se rend compte en fait que l'idée du travail précaire est déjà présente dans nombreux emplois, mais n'était pas employée en fait. En effet, donc c'est le travail temporaire donc, qui va susciter l'intérêt et la curiosité des chercheurs. Donc dans les années 70, il va faire l'objet de travaux. Donc par exemple, le travail temporaire de Gilbert, Lowitz et Creusel, mais aussi donc, dans les nouveaux marchands d'hommes de Kerr. Donc dans ces ouvrages, l'accent est mis sur des thèmes dont on trouvera des résonances jusque dans des travaux d'aujourd'hui. Donc ces thèmes sont l'argument du choix et les conséquences sociales néfastes d'une telle extériorisation de la main-d'œuvre. Au même moment, on voit dans le même esprit, donc, au sein de la fonction publique, le hors-statut. Et le hors-statut dans un article de revue Sociologie du travail, donc de Magot. Donc il écrit l'opposition en fait entre les vrais salariés qui sont dits en fait les titulaires, les officiels, et les faux salariés en fait qui sont en dehors des règles. Donc ça va comprendre les vacataires et les auxiliaires. Donc en 1975, tandis que le chômage croît et que la rupture vis-à-vis des périodes antérieures s'accentue, un mouvement intellectuel qui milite sur la prise de conscience des caractères à la fois juridiquement original et sociologiquement menaçant du phénomène d'instabilité et du phénomène d'instabilité et de transformation de l'emploi émerge. Donc, en 1980, donc les syndicats CFDT prennent conscience et s'alarment en fait sur la situation d'éclatement de la classe ouvrière. Certains font ressortir en fait les difficultés des syndicats face à ces divergences d'employés. D'autres insistent sur le lien entre les transformations de l'organisation du travail et les spécificités culturelles des divers groupes de salariés. Donc, ce qui va mener à des discontinuités socio-économiques entre les travailleurs. Donc, pour l'auteur, la discontinuité du temps est capitale pour définir la précarité de l'emploi. Il met l'accent sur le fait que ces nouveaux types d'emploi que nous allons voir donc, indiquent le caractère décisif du temps et plus particulièrement de l'intermittence. Donc ces emplois qui sont dits précaires sont l'intérim. Donc l'intérim en fait c'est mettre à disposition provisoirement un salarié
pour une qualification donc, particulière ou non, et pour une tâche, donc une mission qui est réduite à un jour, une semaine, un mois, ça dépend. Ensuite, on a donc les CDD, les contrats à durée déterminée. Donc, eux n'ont pas à vocation à perdurer dans l'activité normale de l'entreprise. On a ensuite les stages qui dépendent d'une période d'activité ou de formation, donc qui ont une durée très variable, mais qui reste donc déterminée. Enfin, elle ne peut pas durer un temps indéterminé. Et ensuite, on a le travail à temps partiel, donc qui doit comprendre une durée de travail mensuelle inférieure d'au moins 1/5 de la durée de travail légal. Donc en fait, cette précarité, donc due à la discontinuité, est associée à la carence du revenu et des protections sociales. En général, le salaire horaire brut des postes à temps partiel est inférieur à celui des postes à temps complet en fait. Donc les conditions d'embauche et de licenciement ne sont pas les mêmes. Les règles ont une incidence donc, sur les conditions de travail, le droit au chômage, le droit à la retraite. Et en fait, on remarque que c'est beaucoup moins protecteur pour l'employé que donc un travail qui n'est pas dit précaire. Donc dans un contexte de développement ou du renouvellement du travail à domicile, les nouvelles technologies de l'information et de la communication démontrent alors une grande puissance de délocalisation. En fait, il suffit de parler la même langue, d'avoir un savoir-faire relativement équivalent et on peut travailler donc, ensemble entre pays. Mais en fait, cette dynamique de concurrence internationale tire les rémunérations vers le bas. Puisqu'en fait, les conditions de vie et de rémunération ne sont pas les mêmes dans les pays européens et dans les pays confrères, donc, qui sont la Thaïlande, l'Afrique et l'Inde. En fait, ce système de travail en plateforme apparaît comme l'avancée d'un mouvement global de dérégulation qui conduit petit à petit à une nouvelle forme de travail précaire indépendant, donc les auto-entrepreneurs. Ce qui permet en fait de cerner la précarité, c'est l'association en fait de cette discontinuité avec les faibles revenus et les déficits de promotion. Les formes précaires d'emploi associées à la hausse en fait, du taux de chômage ont paradoxalement en fait, permis l'utilisation plus étendue en fait, et plus souple de la main-d'œuvre. En fait, les entreprises, en fonction de leur taille, secteur ou des caractéristiques sociologiques des salariés, ont usé en fait, de tout un éventail de dispositifs pour déroger aux règles donc, et aux normes statuaires. À cela donc s'ajoute la segmentation du collectif de travail, donc la segmentation du marché. La discrimination économique s'appuie sur une distinction sociologique liée à l'identité. Les salariés à l'identité des salariés, donc comme le genre ou l'âge. Ça prend aussi en compte donc, la spécificité des immigrés, des jeunes, des femmes, des personnes âgées et des moins qualifiés qui sont en fait clairement la cible du travail précaire. En fait, on constate que 1/3 des salariés entre 15 et 24 ans ont un travail précaire. On constate aussi que 8% des 30 à 49 ans sont des femmes et cumulent plusieurs emplois précaires. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'en voulant garder le contrat à durée indéterminée, c'est comme si on l'avait casé et réservé à une seule cible, donc les hommes de 40 à 50 ans. Donc, ce qui est plutôt désavantageux pour tout le reste de la population. Donc, en fait, il serait légitime en fait, de penser que les discontinuités concernant les jeunes étudiants qui sont entrés sur le marché du travail en raison d'échecs scolaires et sans qualification, mais en fait, ce serait légitime que les discontinuités d'emploi soient à cause d'eux, sauf qu'en fait, ils sont réservés un petit peu à eux, sauf qu'en fait, le système ne leur permet pas d'en sortir. En fait, ça fait une sorte de spirale où ils
qu'ils sont en concurrence avec des jeunes qui auront plus de qualifications qu'eux, qui auront plus d'études et du coup n'auront pas la possibilité de rentrer sur le marché du travail non précaire. Donc parlons du chômage. Il apparaît également comme un facteur important de la précarité et de l'insécurité en exposant les salariés à une plus large concurrence pour l'emploi. On les amène en fait à réduire leurs ambitions et à prendre un emploi en dessous de leurs qualifications, ce qui induit une tendance à la baisse de la norme d'emploi. En fait, c'est-à-dire que quelqu'un de très qualifié ne va peut-être pas pouvoir aller sur ce poste parce que quelqu'un d'autre y sera déjà et qu'il sera obligé de descendre, on va dire, d'un poste, sauf que c'est pareil pour tout le monde et du coup beaucoup se retrouvent dans un travail précaire alors qu'ils peuvent avoir des qualifications mais qui ne sont pas assez reconnues par rapport aux autres. En fait, face à la grande rareté du travail, donc les qualifications, les singularités, les qualités des salariés perdent de leur valeur. Donc c'est ce que je disais, en fait, devant la banalisation des mauvaises conditions de travail. Donc ici, les nouvelles générations ont souvent l'expérience seulement donc, de l'instabilité et l'insécurité. Et en fait, pour échapper à la spirale du chômage et à la pauvreté, ils s'accrochent en fait à un emploi précaire, mais qui va en fait, pour essayer en fait de rester sur le marché du travail et garder en fait un professionnalisme, mais comme je disais, qui ne va pas forcément leur permettre d'en sortir un jour. Ouais. Ah oui, ces dispositifs d'embauche en fait créent une sorte d'opportunité en fait pour le patronat en banalisant en fait le travail à bon marché simplement. Voilà. Les pratiques précaires. Donc maintenant on va parler des pratiques précaires. Donc en fait il faut savoir que dans la société une dualisation s'est créée entre d'un côté la classe ouvrière qui est dite en fait qui est une minorité et qui est considérée en fait comme des privilégiés. Et de l'autre côté, il y aura les sans-classes qui ont donc des emplois précaires. Donc en fait, comme nous le dit Gorz dans Adieu au prolétariat, il ajoute que en fait, cette nouvelle classe, en fait, le travail, c'est pas une activité ou une occupation principale à part entière, mais ça devient plutôt un temps mort de la vie où on se désoccupe à gagner un peu d'argent. Donc, même si dans la majorité des cas, le temps partiel peut découler d'une nécessité ou d'une meilleure conciliation entre travail et vie de famille, il aboutit malheureusement souvent à des détériorations de la vie de famille et de la vie privée. Parce qu'en fait, il est souvent accompagné d'horaires déstructurés et qui n'est pas adapté pour l'équilibre familial, surtout qu'on a vu qu'il touchait principalement les femmes. Dans d'autres cas qui sont vraiment plutôt minoritaires, donc le travail précaire a pour but une économie de contraintes. Donc c'est on va dire une minorité mais qui est un peu plus heureuse. Donc dans ce cas présent, donc c'est plutôt les classes moyennes qui en fait ont quand même des qualifications et ils peuvent quand même établir un rapport de force en leur faveur, même si c'est dans un travail précaire, ils peuvent quand même négocier, on va dire, contrairement à ceux qui n'ont pas du tout de qualification. Donc, dans certains cas, la discontinuité peut être un élément de construction de soi, où s'affirme parfois un non-consentement et une résistance expressive à la normativité du travail. Donc, en fait, un sentiment libérateur du travail artistique, sportif, se développe et la potentialité culturelle de l'existence prime plutôt que la part matérielle. Donc, ce paradoxe prend dans un contexte récent une tournure plus périlleuse en raison des transformations du travail intellectuel dans le secteur de la communication, des milieux professionnels spécifiques comme ceux du travail de la connaissance. Confronté en fait à des segmentations, des externalisations, l'importation du management du secteur privé dans le secteur public, les contraintes marchandes et les contraintes marchandes imposées aux activités de recherche et d'enseignement. En fait, ces travailleurs vivent avec frustration
et dégradation en fait tout simplement des conditions de travail. Donc, il en ressort en fait que, comme je l'ai écrit ici, il n'y a pas de précarité qui soit une liberté, mais la précarité c'est vraiment une expérience de contradiction. C'est vraiment pas un signe de liberté. Va choisir la précarité en fait. Voilà. Alors, ensuite, pour précarité et pauvreté. Donc c'est la précarité dans le sens de la pauvreté. Donc en fait, il faut savoir que dans les années 80, la sociologie française étudie cette désignation des précaires et cherche à synthétiser ces nouveaux comportements en fait et formes d'existence. Donc, dû au nombre de chômeurs qui continue d'augmenter chaque hiver, la presse recense en fait les morts de froid. Et en fait, c'est alors que les mots précaire et précarité vont être associés simplement à la pauvreté. Parce qu'en fait, ça exprime une transformation autant qu'un changement dans les représentations. Donc si OX en 1981 a collé déjà en fait les mots pauvreté et précarité, c'est surtout le rapport grande pauvreté et précarité économique et sociale qui consacre leur union. Donc en fait, dans celui-ci, il est expliqué que la précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, donc permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités et de jouir de leurs droits fondamentaux. En fait, c'est donc l'insécurité qui en résulte qui conduit à la pauvreté. En fait, comme je l'ai dit, quand elle affecte plusieurs domaines d'existence. Donc, à ce moment-là, on constate que les populations en situation de précarité se sont modifiées. Donc, elles affectent moins les personnes âgées, mais davantage les jeunes et surtout les familles monoparentales. Dans les précarités, il se décline un seuil, donc à partir duquel celle-ci devient pauvreté. Donc, la forme de cette pauvreté s'est modifiée. En fait, il s'est mis en place un mode de socialisation plus artificiel, plus distancé, plus individualisé. La spécialisation de l'espace urbain, la monétisation des rapports sociaux tendent en fait à vider les quartiers populaires de leur vie en diminuant l'ampleur au fil du temps de tout un ensemble en fait, de solidarité et d'activités informelles qui permettaient une forme de solidarité. La nouvelle précarité apparaît paradoxalement au point de jonction entre mutation et l'émergence de la précarité de l'emploi et l'insécurité sociale. Donc en fait, la fragilité des équilibres peut s'accentuer donc avec, comme je l'ai dit, avec le chômage, avec les ruptures familiales, les accidents de santé ou autres. En fait, il faut savoir aussi que la probabilité de chômage n'est pas identique selon les groupes. Donc, ça diffère selon l'âge, le sexe ou leur classe sociale. Donc, il concerne particulièrement les moins qualifiés et donc, en fait, les moins rémunérés. Donc, de plus, la scolarisation de masse et la place centrale donnée à l'instruction toujours plus grande accentue la marginalisation de ceux qui n'ont pas de qualification en fait. Donc en fait, en plus, ce sont souvent les enfants de milieux populaires en fait qui ont des parents qui n'ont pas non plus reçu de grande instruction et qui n'arrivent pas à suivre et à les aider, on va dire, à soutenir leur instruction. La tranche d'âge des plus de 50 ans est aussi impactée parce qu'en fait, après donc, la désindustrialisation, dans les années 80, en fait, où il y a eu des licenciements de masse, de moins en moins de postes pour cette population en fait, peu qualifiée, en fait, après ça, les chances de retrouver du travail étaient vraiment presque nulles. Donc, le chômage engendre aussi donc, des psychopathologies, donc, c'est-à-dire anxiété, angoisse, nervosité, dépression. Et en fait, ça va aussi créer une crise identitaire qui suscite une tendance au retrait, à l'isolement, à l'augmentation de consommation de tabac, d'alcool, qui va créer une source de tension, de conflit au sein, par exemple, des couples, et qui va avoir un fort impact sur les ruptures et l'éclatement des familles. Ça va encore accentuer les situations de précarité et surtout matérielles, donc ça veut dire le logement et les revenus.
l'évolution de la société, en fait, avec l'émancipation de la femme et du culte du moi heureux, ainsi que du choix, vont avoir aussi un impact sur le modèle familial qui va être plus libérateur pour certains, mais qui mène en fait tout de même à une forme de précarité et fragilité. En fait, on constate aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, que en fait, la maladie a aussi un impact majeur dans cette discontinuité et peuvent faire basculer vers la pauvreté. Donc aujourd'hui, en fait, le temps libre, il apparaît plutôt comme devant être valorisé. Et en fait, les sociétés et les entreprises, vont s'en servir à leur avantage en valorisant les emplois précaires. C'est-à-dire, comme je disais, le temps libre est valorisé. Du coup, ils vont, promouvoir les emplois précaires en disant que ce sont des horaires coupés, où on a le temps dans la journée, etc., pour s'en servir à leur avantage. Donc, si la thèse de donner droit aux discontinuités pour sortir de la précarité revient tout au long de ce livre, seule la sociologie des pratiques et des tactiques nous permet de comprendre en fait que les discontinuités ne sont pas seulement des conséquences de la flexibilité et de l'instabilité de l'emploi, mais aussi un fait social de notre temps, c'est-à-dire une caractéristique de la socialisation. Voilà, merci de m'avoir écouté.